collègues, enfin bonsoir, étant donné l'heure maintenant. Comment? Oui. Donc, l'ordre du jour appelle 11 points au conseil municipal. Nous allons commencer tout d'abord avec les pouvoirs. Nous avons Sandrine Bayon-Arnaud qui a donné pouvoir à Gilles Trouvé. Alors, on va avoir la nomination d'un secrétaire qui se propose pour la séance. Monsieur Philippe Levesque. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Monsieur Levesque, vous pouvez procéder à l'appel nominatif. Monsieur Wendy Arnaud. Présent. Monsieur Acapon Servet. Madame André Corinne. Présente. Madame Audouy Lucille. Oui. Pas encore présente. Elle est arrivée. Bon, elle va avoir du retard, il semblerait. On rétablira. Qu'on voit bien tout le monde. Madame Sandrine Bayon-Arnaud. A donné pouvoir. Ah, pardon. Madame Bergès Julie. Madame Marie-Thérèse. Monsieur Gérard Rhin. Présent. Monsieur Laurent Charnois. Présent. Madame Angélique Devin. Madame Sonia Desgrands. Madame Nathalie Fiac. Présente. Monsieur Grégory Florentin. Présent. Monsieur Alain Guédon. Présent. Madame Suzanne Lequèche. Présente. Madame Véronique Lelay. Monsieur Gabriel Lelay. Présent. Monsieur Philippe Levesque. Madame Sabrina Pajot. C'est bien, au moins c'est fait. Monsieur Fernand Poitevin. Monsieur Bruno Schaeffer. Monsieur Lucas Piquet. Monsieur Gilles Trouvé. Parfait. Donc le quorum sera atteint. Nous allons pouvoir délibérer. Donc le premier point de l'ordre du jour est l'indemnité de fonction du maire. Donc lorsqu'un conseil municipal est renouvelé, la délibération qui fixe les indemnités de ses membres intervient dans les 3 mois suivant son installation. Donc là, nous sommes dans le premier mois, donc nous sommes dans les délais. Donc le nouveau conseil doit prendre une délibération comme aujourd'hui, qui répond à des règles particulières et qui fixe le niveau des indemnités de ses membres, donc le maire, les adjoints, qu'on votera dans une deuxième délibération. Cette indemnité, elle est fixée par défaut au niveau du barème qui est prévu par un article dans le Code général des collectivités. Pour ceux qui veulent la précision, c'est l'article 21-23, alinéa 23. Et ce n'est que, finalement que si le maire demande une indemnité inférieure que le conseil municipal est amené à délibérer en ce sens. Et dans un souci de transparence, on a décidé d'inscrire à l'ordre du jour cette délibération. Donc pour le maire, l'indemnité de fonction sera prévue en fonction des textes et du nombre d'habitants par rapport au nombre d'habitants de la commune au 1er janvier. C'est un taux de 51,6% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Tout le monde de tête sait combien exactement ça fait. Voilà, ça fait 2006,93 € brut. Exactement. Donc, je vous propose, chers collègues, de fixer le taux de 51,6% de l'indice brut terminal de l'échelle de rémunération de la fonction publique territoriale et inhérent à l'indemnité brute mensuelle de la strate de population d'une commune de 1000 à 3499 habitants. La présente décision prend effet à compter du 23 mai 2020, date du conseil municipal d'installation. Et les crédits seront inscrits au chapitre 66 du budget primitif. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le deuxième point à l'ordre du jour, l'indemnité de fonction des adjoints. Donc, sur le même principe, comme pour le maire, les indemnités des adjoints
sont fixés par défaut au niveau du même barème. Là, ce n'est pas l'alinéa 23, mais l'alinéa 24 du Code général des collectivités territoriales. Et donc, l'indemnité pour les adjoints de fonction est celle prévue par les textes en fonction du nombre d'habitants, qui est un taux de 19,8% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit 770,10 € brut. Je vous propose donc la délibération suivante. L'article 1 de fixer le taux de 19,8% de l'indice brut terminal de l'échelle de rémunération de la fonction publique territoriale et inhérent à l'indemnité brute mensuelle de la strate de population d'une commune de 1000 à 3499 habitants. La présente décision prend effet à compter du 29 mai 2020, date des arrêtés des délégations de chacun des adjoints. Les crédits seront inscrits au chapitre 66 du budget primitif. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie pour cette unanimité pour vos collègues. Alors, point qui concerne cette fois-ci le point numéro 3, l'ensemble des élus. Là, c'est la formation des élus. C'est une première, puisque depuis la loi du 27 décembre 2019, l'ensemble... Vous m'entendez mal? Je demande que tu parles un peu plus fort. Ah bon? Vous m'entendez mal? Ah bon, alors je vais prendre le micro comme ça, c'est mieux? Ah, c'est bon, ça sonne mieux. Voilà, je porte au menton. C'est avec le masque que ça réduit le... Donc depuis la loi du 27 décembre 2019, l'ensemble des communes, et non plus seulement les communes de 3500 habitants et plus, sont dans l'obligation d'organiser une formation au profit de leurs élus titulaires au cours de la première année de mandat. Alors, pour le coup, c'était quelque chose que je voulais lancer, mais je pense que ce sera le format de formation, nous le ferons au moins une fois par an. Donc, ça veut dire qu'on va commencer cette année et ensuite on continuera les années suivantes jusqu'à la fin du mandat. Le montant réel des dépenses des formations ne peut excéder 20% du montant total des indemnités de fonction des élus. Et compte tenu des possibilités budgétaires que nous avons, il est proposé qu'une enveloppe d'un montant égal à 3% des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus. Donc je vous propose d'allouer une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 3% du montant des indemnités des élus. La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants: agrément des organismes de formation, dépôt préalable au stage de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville, liquidation de la prise en charge sur justificatif de dépenses, répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. Et il sera prévu chaque année, selon les capacités budgétaires, une enveloppe financière destinée à cette formation. Est-ce qu'il y a des questions, des observations avant de voter? Non? Bon, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé un peu la dernière fois. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Ben, je vous remercie pour nous tous. Le point numéro 4 est la fixation et la création des commissions permanentes. Là, on rentre dans le dur du travail. Donc, conformément au Code général des collectivités territoriales, le Conseil peut former au cours de chaque séance, mais bon, là on le fait en une, des commissions qui sont chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Donc la composition des différentes commissions, elle doit respecter tout simplement le principe de représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Alors, étant donné que nous ne sommes qu'une liste, vous imaginez bien qu'il n'y aura pas de composition pluraliste puisque nous sommes qu'une liste. Donc, le maire, pour ces commissions, est le président de droit et en cas d'absence ou d'empêchement,
les commissions sont convoquées, présidées par le vice-président ou la vice-présidente, élu par ceux-ci lors de la première réunion. Donc les compétences de ces commissions sont fixées par le conseil municipal, les commissions des finances, des espaces publics, comme on en a déjà parlé, c'est ce qu'on retrouvait finalement dans notre programme. Elles ne peuvent qu'être chargées d'étudier les questions qui sont soumises au conseil municipal, et elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions, mais ne disposent d'aucun pouvoir propre. Seul le conseil municipal, en fait, par nos votes, décide. Aussi, je vous propose donc de créer 5 commissions municipales qui seront chargées d'examiner les projets de délibération qui seront soumis au conseil, d'aborder les dossiers en cours, et les commissions municipales sont des commissions finalement d'études. Donc, la première commission solidarité et aux familles, la commission finances et activités économiques, la commission culture et animation, la commission espace public et la commission qualité et cadre de vie. Donc, je vous propose que le nombre d'élus siégeant au sein de chaque commission soit variable en fonction des candidatures d'élus sur les diverses thématiques, avec un maximum de 5 membres, chaque membre pouvant faire partie d'une commission ou d'une. Je vous propose donc d'adopter la délibération suivante. La création de 5 commissions municipales chargées d'examiner les dossiers relatifs à la bonne gestion de la commune. D'adopter la liste des commissions municipales suivantes. Commission Solidarité et Famille. Commission Finances et Activités économiques. Commission Culture et Animation. Commission Espace public. Commission Qualité et cadre de vie. Les commissions municipales comportent au maximum 5 membres, chaque membre pouvant faire partie d'une ou de plusieurs commissions. Après appel à candidature, considérant la présence d'une seule liste pour chacune des commissions et en conformité avec les dispositions du Code, le Conseil municipal propose les commissions avec les membres suivants. Commission Solidarité et Famille. J'allais d'abord donner les noms. Madame Nathalie Fiacre, Madame Angélique Desfans, Madame Sonia Desgranges. Commission Finances et Affaires économiques. Monsieur Gabriel Lelay, Monsieur Philippe Levesque, Madame Véronique Lelay, Monsieur Laurent Charmois. Commission Culture et Animation, Madame Suzy Lecléache, Monsieur Grégory Florentin, Monsieur Alain Guédon, Madame Marie-Thérèse Bournex, Madame Lucille Audouy. Commission Espace Public, Monsieur Gérard Vin, Monsieur Bruno Schaeffer, Monsieur Gilles Trouvé, Monsieur Fernand Poitvin, Madame Sabrino Pajot-Florentin. Commission Qualité et cadre de vie, Madame Corinne André, Madame Lucille Audouy, Madame Julie Bergès, Monsieur Grégory Florentin. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Lucas? Bon alors, il faut rajouter M. Triquier, effectivement, dans la commission Solidarité et Famille. Oui. Si, commission Finances et Affaires économiques. Ah, dans la commission. En fait, tu avais parlé du CCAS, mais tu veux aussi cette commission? Je peux t'inscrire? Ah, non, le CCAS, c'est encore une autre commission. C'est à part. Et c'est après. C'est la prochaine délibération, je crois d'ailleurs. Oui, c'est ça. Le CCAS, c'est la prochaine délibération, Véronica. Mais tu veux être sinon à la commission Solidarité et Famille? Écoute, je ratisse. Hein. Bon, Lucas, en tout cas, tu es inscrit à la commission Solidarité et Famille. Excuse-moi, tu me l'avais dit, et puis on n'a pas eu le temps de le noter. Donc, est-ce qu'il y a encore des demandes de prise de parole? C'est bon?
Ah, Servet. oui, Servet. Et Monsieur Servet à Capot à la commission Solidarité et Famille. Mais oui, tu m'avais parlé du CCAS, Servet, mais pas de la commission Solidarité et Famille. Mais je comprends. On mélange les deux. Non, il ne pourra pas. Est-ce que Laurent Charmois, tu veux aller à qualité cadre de vie aussi? Tu es sûr? Parce que tu m'avais dit. Bon, on rajoute Monsieur Charmois aussi à qualité cadre de vie. Très bien. Donc, eh ben c'est un texte qui est bien amendé en direct. Parfait. Donc, avec les changements que nous avons faits, je vous propose donc, je vais juste vous lire les deux commissions où il y a eu des modifications. La commission Solidarité et Famille, Madame Nathalie Fiac, Madame Angélique Défend, Madame Sonia Desgranges, Monsieur Lucas Tripier, Monsieur Servet Akakpo. Et à la commission Qualité et cadre de vie, Madame Corinne André, Madame Lucie Ledouy, Madame Julie Bergès, Monsieur Grégory Florentin et Monsieur Laurent Charmois. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Comment? Sonia veut parler. Pas celle-ci. Sonia, tu voulais... Ah non, tu discutes avec ta voisine, c'est pas pareil. Donc on pensera les changer de place pour la prochaine fois. Très bien. Merci Gabi. C'est mon voisin de gauche qui vous a dénoncé, les filles. Hein. Vous voyez? Ça commence bien. Vous voyez, les adjoints, ils vous yeutent. Hein. Donc, je vous propose de voter cette délibération. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Je vous propose maintenant de fixer le nombre et de désigner les administrateurs du conseil d'administration du CCAS. Ah. Donc, je vous explique pourquoi. Parce que c'est un organe extérieur, finalement, du conseil municipal. Et à chaque élection municipale, on renouvelle les membres du conseil d'administration du CCAS. Donc, on a un délai de 2 mois pour le faire, donc c'est un peu plus court, finalement, que pour certains autres organismes. Il doit respecter ce conseil d'administration dans sa composition en nombre égal d'administrateurs qui sont issus de la société civile et d'administrateurs qui sont issus de ce conseil municipal. Donc la fixation du nombre relève finalement de la compétence du conseil municipal. Le conseil d'administration du CCAS est présidé par le maire et il est composé dans une proportion de 8 administrateurs minimum à 16 administrateurs maximum, auquel on ajoute bien sûr le président du CCAS, donc ça fait 9, 16, 9 ou 17. Donc nous avons un délai de 15 jours ensuite pour convoquer les associations pour demander s'ils souhaitent bien participer au conseil d'administration. Donc on a déjà lancé la consultation. Vous avez dû le voir sur le site de la ville qu'on avait fait un appel au peuple pour justement trouver soit de nouveaux. On a redemandé aussi aux anciens s'ils souhaitaient repartir. Donc, il vous est proposé de déterminer le nombre d'administrateurs et de les désigner. Donc, je vous propose de fixer le nombre à 5, le nombre d'administrateurs du CCAS répartis comme suit. Le maire, président de droit du conseil d'administration, 5 membres élus au sein du conseil municipal et 5 membres nommés par le maire dans les conditions de l'article L. 123.6 du Code de l'action sociale et des familles. Alors, après appel à candidature et considérant la présence d'une seule liste pour chacune des commissions, bon, c'est le texte tout fait, je vous propose la liste d'administrateurs élus suivants: Madame Nathalie Fiac, Madame Véronique Lelay, Monsieur Servet Akakpo, Madame Angélique Défend, Madame Sonia Desgranges.
N'oubliez personne. On est bon. Très bien. Oui, oui. Le premier adjoint, pardon, Gabriel Delay, qui est le deuxième adjoint, me dit qu'il n'y a pas la parité. Effectivement, il y a 3 femmes. Comme pour les adjoints, finalement, il y a 3 femmes, 2 hommes. Ah non, il n'y a qu'un homme, 4 femmes, un homme. Oh. Et Servet, tu as de la chance. Hein. Les conseils d'administration, tu vas être bien entouré. Bon, après, c'est parce qu'on n'avait pas beaucoup d'hommes qui ont postulé aussi, hein, c'est ça. On avait plus de femmes. Tout à fait. Donc, je vous propose au vote cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour nos collègues. Maintenant, le point numéro 6 à l'ordre du jour, qui est la désignation des représentants au syndicat Infocom. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, la commune est adhérente au syndicat Infocom 94, qui est un syndicat mixte qui a vocation la création et la gestion d'un centre informatique qui est destiné à faciliter l'exercice par les communes adhérentes de leurs compétences, telles que définies par les lois et règlements en vigueur, avec la mise à disposition d'un certain nombre de logiciels, c'est ce qu'on utilise en mairie. C'est comme ça qu'on vous a créé vos adresses Internet personnalisées, qui sont tout simplement nécessaires à la bonne administration de notre collectivité. Ils font aussi la maintenance de ces logiciels, l'évolution et la recherche de nouveaux outils qui font partie de leur mission, sans oublier, bien entendu, l'organisation des formations des utilisateurs. Donc, il nous est nécessaire de désigner 2 délégués pour représenter la commune dans ce syndicat. Et donc, je vous propose de désigner les conseillers municipaux suivants en tant que délégués titulaires, M. Laurent Charmois et M. Lucas Tripier. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie, chers collègues, pour eux. Ils vont bien nous représenter au syndicat. Point numéro 7. Ils iront à Saint-Maur, oui. Il y a pire comme endroit. Dans le Val-de-Marne, je crois que c'est une belle commune, qui nous plaît tous. Et que certains connaissent bien ici, peut-être. Donc, le point numéro 7, qui est la désignation des représentants du conseil municipal à divers organismes extérieurs. Alors là, c'est une liste assez longue, car bien sûr, lors des renouvellements des conseils municipaux, il est nécessaire de désigner parmi les membres du conseil les délégués qui représenteront la commune au sein des syndicats ou de divers organismes. Donc là, ce sont des syndicats où nous allons désigner 2 délégués pour représenter la commune. Alors, je vous propose pour le collège Simone Veil, M. Arnaud Védy et Mme Nathalie Fiacre. Pour le syndicat intercommunal du lycée de Limeil-Brévannes, M. Arnaud Védy, Mme Nathalie Fiacre. Pour le syndicat de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, Mme Véronique Lelay et Mme Sandrine Baillon-Arnaud. Pour le syndicat intercommunal pour la création et la gestion d'une maison de retraite publique intercommunale Le Vieux-Colombier à Sucy-en-Brie, Mme Nathalie Fiacre et Mme Julie Bergès. Pour le CIPEREC, M. Gérard Brun et M. Gilles Trouvé. Pour le CIGEF, M. Gérard Brun et M. Gilles Trouvé. Pour la Fondation du Buffet, M. Arnaud Védy et Mme Suzy Lecléache. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je soumets au vote. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, chers collègues. Ça rajoute du boulot. Oui, on n'a pas eu les convocations. Ah, tu as eu la convocation? Est-ce qu'il pourra la donner à Gérard à ce moment-là? Pour le CIPEREC. J'ai failli lui donner ce matin. Ah bah, tu peux. Allez, ça va, ça reste dans la même équipe. Il n'y a pas trop de. Alors,
Ensuite, le point numéro 8. Est-ce qu'on pourrait mettre la lumière, s'il vous plaît? Parce que je commence à être âgé. Et je ne vois plus très bien pour lire. Donc, c'est l'affectation, là, dans les affaires générales, l'affectation de la DETR 2020. Alors, la DETR, c'est une dotation d'équipement des territoires ruraux. Comme vous le savez, dans le Val-de-Marne, nous sommes très peu de communes à avoir encore des territoires ruraux. Et il est possible de présenter, dans ce cadre-là, un dossier de demande de subvention au service de l'État. Et donc, les projets sont examinés par le préfet qui, en fonction du thème de l'opération, octroiera la subvention ou non. Donc, nous avons des travaux pour restaurer notre colombier et nous souhaitons inscrire ce patrimoine communal qui est inscrit au monument historique depuis l'arrêté du 12 octobre 1998. Et donc, le projet de réhabilitation du colombier s'inscrit dans cette démarche de revalorisation patrimoniale et correspond aux critères d'obtention de cette subvention de la DETR. Donc, ce qui nous permet de faire la demande aujourd'hui pour l'année 2020 au taux maximum, bien entendu. L'étude de faisabilité donnant comme estimation financière un montant de 329 000 € hors taxes. Donc, les travaux seront financés comme suit: d'une dotation de l'équipement des territoires ruraux, d'une subvention du fonds d'investissement métropolitain de 112 408 €, aussi par une réserve parlementaire de 13 000 € et d'une participation de la commune. Donc, on ne peut pas avoir le montant de la DETR à l'avance, si vous vouliez me poser la question, tout simplement puisque c'est le préfet qui déterminera lui-même le montant, en fonction du dossier qui lui sera envoyé, en voyant les 329 000 €, ce qui nous a déjà été donné par le fonds de soutien métropolitain, qui déterminera un montant ou pas. Ça se trouve, nous n'aurons pas de subvention. Mais qui ne tente rien n'a rien. Donc, je vous propose d'adopter la délibération suivante: de demander l'attribution de la DETR pour l'année 2020 au taux maximum, l'étude de faisabilité donnant comme estimation financière un montant de 329 000 € hors taxe, précise que les travaux seront financés comme suit: DETR, subvention du fonds d'investissement métropolitain, réserve parlementaire et par la commune. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Bon, imaginez bien que non, ça aurait été quand même dommage. Avant un tel don, oui, voilà. 329 000 avant un tel don. Pardon? La réserve parlementaire n'existe plus. C'était sous l'ancien mandat qu'il y avait eu 13 000 € qui avaient été donnés par le député pour, en fait, la sécurisation du colombier. Voilà. Ça a été utilisé d'ailleurs. Voilà. Mais maintenant, ça n'existe plus, effectivement. Et, ah oui, non, député, sénateur, c'est terminé depuis que le président Macron est en fonction, donc c'est 2017, 2018 à peu près. Alors, ensuite, nous passons au point suivant. Donc là, je vais laisser la parole à l'adjointe déléguée qui a les éléments. Très bien. Sur la délégation, qui a la délégation, sur l'adoption des frais de scolarité 2020. Donc, Nathalie. Ah, pardon, Marie. C'est surtout le micro. Non. Enfin, les points importants. Donc, considérant que la commune de Béligny peut accueillir dans ses écoles pour des raisons définies par les collectivités des élèves dont les parents ne résident pas sur la commune, considérant que les élèves de Béligny sont appelés à être accueillis par des écoles hors de la commune, le tarif qui est fixé pour l'année scolaire 2020-2021 est de 300 € par élève, par élève, la participation qui est versée, ou à recevoir pour la scolarisation des élèves en dehors de leur commune de domicile. Donc, c'est une scolarité de 300 €. Annuel.
Y a-t-il des oppositions? C'est moi qui le vote, c'est pas toi. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Deuxième délibération sur l'adoption des tarifs des prestations scolaires 2020-2021. Comment? Donc là, nous allons voter le tarif d'accueil préscolaire et post-scolaire de l'école Suzanne Henrich et de l'accueil pré- et post-scolaire de l'école Georges Best. Alors, je vais vous donner tous les tarifs, sachant qu'il y a pas eu de changement, pas de modification, pas d'augmentation, nous restons sur les mêmes tarifs Tout à fait. que l'année dernière. Pour l'école maternelle, en périscolaire, c'est 1,27 € le matin, la garderie du matin, et 2,47 € pour le soir. L'école élémentaire, le matin, 1,27 €. L'étude goûter, 0,74 €. L'étude, 2,05 €. L'étude occasionnelle, 5 € et le périscolaire du soir, 3,66 €. Pour la restauration scolaire, fixée de la côté du 1er septembre 2020 les tarifs de la restauration scolaire, selon les trois tranches du quotient familial. Je peux vous rappeler les tranches, le quotient familial inférieur à 610 €, le prix du repas est de 2,66 € pour la tranche 1. La tranche 2, 610 € donc, et inférieur à 915 €, le prix du repas est fixé à 3,59 €. Et la tranche 3, le quotient familial supérieur à 915 €, le prix du repas est fixé à 4,03 €. Le ticket occasionnel est à 4,62 €. Le tarif fixé pour une famille extérieure à 6,26 €. Le tarif adulte à 4,21 €. Le prix d'un tarif projet d'accueil individualisé, un PAI, à 1,73 €. Le fixe un tarif majoré à 5 €, quelle que soit la tranche, et fixe un tarif majoré à 6 € pour les familles extérieures. Ensuite, les accueils de loisirs. Donc, de fixer à compter du 1er septembre 2020 comme suit des tarifs des centres de loisirs selon le nom d'une même famille fréquentant la structure. Alors, avec les quotients, toujours pareil, avec le quotient familial en tranche 1 inférieur à 610 €. Le premier enfant, 8,52 €. Deuxième enfant, 7,18 €. Trois enfants, 6,51 €. Pour la tranche 2, quotient familial de 610 € inférieur à 915 €. Le premier enfant donc, paiera 12,69 €. Deuxième enfant, 10,73 €. Troisième enfant, 8,66 €. Et la tranche 3, le quotient familial donc, supérieur à 915 €. Le premier enfant, 15,40 €. Deuxième enfant, 14,05 €. Troisième enfant, 12,75 €. Le tarif PAI, donc avec un quotient familial en tranche 1 inférieur à 610 €. Le premier enfant, 6,98 €. Deuxième enfant, 5,62 €. Troisième enfant, 4,95 €. Tranche 2, quotient familial 610 € inférieur à 915 €. Premier enfant, 11,13 €. Deuxième enfant, 9,17 €. Troisième enfant, 7,11 €. Tranche 3, quotient familial supérieur à 915 €. Premier enfant, 13,84 €. Deuxième enfant, 12,50 €. Troisième enfant, 11,19 €. Donc, pour l'ensemble des tranches tarifaires, la demi-journée, donc le matin, donc ça coûtera 7,65 €.
La demi-journée après-midi, 8,18 € et le prix du repas est fixé à 3,79 €. Donc, les tarifs pour une famille extérieure, la journée est de 19,48 €, la journée PAI 19,48 €, la demi-journée du matin 9,68 €, la demi-journée de l'après-midi 10,29 €, le prix du repas 5,19 € et le prix du goûter 0,55 €. Le club ado. Alors, le club ado, le matin, le club ado, donc 3,03 €. Le repas pour le club ado, 2,78 € et l'après-midi, 4,04 €. Voilà, j'espère que vous avez noté tous les tarifs que je vous ai cités. Est-ce que vous avez des questions? Sur attends, je vais tout rebouger. Le quotient familial. C'est une bonne question, Julie, sur le quotient familial, puisque effectivement, en fait, c'est un quotient qui est basé sur un calcul qui date de 2000, donc il y a 20 ans, et on a inscrit dans le programme justement de réviser le quotient familial. Donc, bon, on ne peut pas le lancer cette année, puisque, bon, comme tu le sais, on sait tous, on a subi une petite crise sanitaire assez importante qui aura bloqué tout le pays pendant plusieurs semaines et donc n'aura pas permis non plus de lancer justement pour la révision du quotient familial pour la rentrée 2020. Donc ce sera plutôt pour 2021 que nous allons repartir donc, sur un quotient qui sera actualisé en fonction, donc là, à l'époque 610 €, il y a 20 ans, c'était certainement, je vais dire une bêtise, enfin non, c'était même pas le SMIC. Et là, on a pratiquement toutes les familles en tranche 3. Hein. Oui, voilà, aujourd'hui, on n'a personne dans la tranche 2 et toutes les familles, dans la grande majorité, sont dans la tranche 3. Voilà, mais c'est pour ça qu'on veut le réviser, parce que voilà, il faut le réviser allez, tous les 5 ans à peu près. Voilà, on va lui faire un petit coup de neuf. Et donc, en même temps, on n'a pas voulu, enfin, on ne veut pas augmenter, c'est ce qui vous est proposé, puisque la crise sanitaire, on le sait tous, va causer une crise économique et financière et sociale dans les prochains mois, certainement. C'est ce qui s'annonce, du moins. Donc, on ne veut pas rajouter, on va dire, au Pérignon un peu plus de difficultés qu'ils pourraient avoir par ailleurs. Donc, on préfère les aider en n'augmentant pas les tarifs. Donc, voilà la délibération qui vous est proposée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Pour les familles de Périgny. Le point numéro 11 est la création des emplois saisonniers. Donc, la commune de Périgny embauche des jeunes sous la forme d'emplois saisonniers afin d'assurer la continuité des services durant les vacances d'été. Et cette année, il nous est donc proposé de créer les emplois saisonniers de 2 adjoints administratifs et de 3 adjoints aux services techniques. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Donc maintenant, nous passons à la partie communication du maire. J'ai un vœu à vous proposer. Vraiment pas pratique avec le masque, ça vous bloque parfois la mâchoire. Un vœu qui nous a été proposé dans la substance par la présidente de la région Île-de-France. Donc je vais vous le lire. Considérant la priorité absolue accordée au transport du quotidien depuis 2016 par la région Île-de-France et Île-de-France Mobilité, dans une région ayant subi 30 années de sous-investissement avec un réseau vétuste qu'il faut impérativement moderniser et développer pour améliorer le service aux voyageurs, considérant que la région Île-de-France concentre 70% du trafic national de la SNCF et a par ailleurs connu une croissance de 15% du nombre de déplacements en transport en commun entre 2010 et 2018 atteignant
9,5 millions de voyageurs par jour, c'est bien par jour, hein, ce n'est pas par semaine ni par mois, considérant la poursuite de la croissance démographique de l'Île-de-France, qui accueille chaque année 60 000 nouveaux habitants, dont beaucoup s'installent en petite et grande couronne. Donc, nous sommes à cheval entre les deux, on le sait bien, on voit les nouveaux pérignons qui arrivent, accentuant ainsi la pression sur nos lignes RER et de Transilien, considérant la situation très particulière des lignes de RER B et D, tout de suite à côté de chez nous, qui accueillent 1,6 million de voyageurs par jour et font l'objet depuis 2016 d'une politique volontariste d'accélération des investissements et de lancement d'un plan massif de renouvellement des matériels roulants pour faire remonter la régularité actuellement inférieure à 90%, considérant pour améliorer la régularité très insuffisante à l'heure actuelle de ces RER que le projet Nexteo est indispensable, considérant l'engagement de la région Île-de-France pour financer ce projet et l'approbation par Île-de-France Immobilité lors de son conseil d'administration de juillet 2019 de l'avant-projet et du lancement de l'appel d'offres industriel, considérant la décision unilatérale de SNCF Réseau de repousser l'appel d'offres du projet Nexteo compte tenu de doutes sur sa capacité à le réaliser dans des conditions suffisamment maîtrisées, notamment en matière de ressources internes d'ingénierie, considérant que ce projet Nexteo ne serait désormais entrepris compte tenu de ce report et des tensions sur les effectifs de SNCF Réseau qu'après la réalisation des travaux du CDG Express et des travaux de Roissy-Picardie, alors même que ces projets ne répondent pas à une urgence pour les transports du quotidien. Le conseil municipal décide d'interpeller, si vous le voulez bien, mes chers collègues, la SNCF, l'État qui en est la tutelle, et les députés pour qu'ils prennent leurs responsabilités et reviennent sur cette décision incompréhensible de report du projet Nexteo pour les RER B et surtout D, décision en totale contradiction avec les discours officiels du gouvernement sur la priorité donnée au transport du quotidien. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce sujet? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie, chers collègues. On enverra à qui de droit. Concernant les communications, alors là, du maire, je dois vous rendre compte de ce que j'ai fait, de ce que j'ai décidé sans vous en avertir préalablement, mais vous aviez voté la confiance lors du précédent conseil. Donc, j'ai signé des arrêtés de délégation de fonctions aux 5 adjoints qui sont autour de moi. Donc, comme vous le savez, Nathalie Fiacre aux solidarités aux familles, Gabriel Lelay aux finances et à l'activité économique, Suzy Lecléache à la culture et aux animations, ce qui comprend toute la vie culturelle, les animations, les loisirs associatifs et le jumelage. L'espace public pour Gérard Brun, donc là c'est ce qui comprend aussi le stationnement, les travaux, les concessionnaires, tout ce qui est la sécurité, les transports à circulation, et la qualité et le cadre de vie pour Corinne André, qui comprend aussi la ruralité et l'agriculture. Nous sommes peut-être la seule commune du Val-de-Marne à avoir une adjointe à la ruralité et à l'agriculture. Donc on peut s'en vanter. Partout où vous allez, vous pourrez le dire. On est fiers d'avoir des champs et des agriculteurs à Périgny qui en plus nous nourrissent bien. Et ne l'oublions pas, ils nourrissent plus de 200 000 personnes en Île-de-France. On le dit trop rarement. Et on leur rendra hommage très prochainement de toute façon. Et bien sûr, on s'occupe aussi de développement durable, écologie, tout ce qui est si beau à entendre de nos jours, mais à Périgny, on n'a pas attendu que ça existe pour que ça soit mis en application, et bien entendu de l'urbanisme, la lourde tâche qui incombera à Corinne. Alors, pour rappel à ceux qui, 75% du Conseil sont des nouveaux, donc je vous informe que la délégation de fonction que le maire consent à un adjoint n'est rien d'autre qu'une délégation de pouvoir qui me dessaisit de cette compétence tant que je n'ai pas retiré cette délégation. Donc c'est finalement, pas une délégation qui m'empêche d'avoir un œil, je contrôle encore cette délégation, mais
je délègue la confiance en fait à l'adjoint pour gérer ce projet de nos dossiers. Ensuite, j'ai passé un arrêté de délégation de signature à la directrice générale des services pour la signature des actes courants qui n'emportent pas décision et pour les bons de commande de moins de 500 €. Et enfin, j'ai fait aussi un petit courrier pour demander le remboursement pour l'achat de masques suite à la dotation de l'État pour soutenir les communes dans la gestion de la pandémie. Maintenant, pour savoir, de mémoire, ça nous a coûté 9 000 €, c'est ça? Donc, si on est remboursé à la moitié, nous devrions toucher 4 500 €. Et prochainement, donc là, je vous annonce, non pas ce que j'ai fait, mais ce que je compte faire, une réunion, enfin des réunions de service avec tous les agents, et nous allons avoir pour le bon fonctionnement et de validation, mais ça je vous l'ai déjà envoyé, une note sur le circuit de validation des décisions et le fonctionnement de l'administration. Ensuite, je voulais vous informer d'une très bonne nouvelle. Un courrier que nous avons reçu de Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris, qui nous a écrit le 22 mai. Donc, simplement pour vous dire que grâce, je vous passe le préambule du président de la métropole, mais qui nous dit que grâce aux travaux très constructifs de Gilles Carrez, qui est le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, et de Jean-Yves Le Bouillonnec, le vice-président aux finances, et de Denis Badre, conseiller métropolitain délégué au budget, le Conseil métropolitain du 15 mai 2020 a adopté la mise en place pour cette année d'une aide financière exceptionnelle au bénéfice des communes qui prend la forme d'une dotation de solidarité communautaire, on appelle la DSC, pour un montant total de 15 millions d'euros. Alors, pour accompagner l'ensemble des communes du périmètre métropolitain touchées par la crise, un montant de 20 000 € est garanti à chaque commune. Et dans un effort complémentaire de solidarité, la commune de Paris a renoncé à sa part. Et dans ce cas, ce sont pour que les 25 communes les plus fragiles de la métropole en bénéficient. Donc, pour Périgny, le président nous informe du montant de cette aide financière exceptionnelle qui s'élève à 156 986 €, qui nous sera intégralement versé d'ici la fin du mois de juin. C'est quand même une bonne nouvelle pour une commune comme Périgny, c'est presque 10% du budget, donc c'est quand même important. En plus des 20 000, de quels 20 000? Non, c'est 156 000 net, pas 20 000. Ah non. Hey, là, t'es gourmand de m'arrêter. Très bien. Je crois qu'on a... j'ai fini mes communications. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, eh bien, la séance est close. Je vous remercie, mes chers collègues, de votre attention et à très bientôt. Oui. Pour les commissions, comme le président de la commission fixe les commissions quand, par exemple, pour le budget, on fixe une date Ah ben là, sur les finances. Oui, il faut y aller. Tout le monde soit au courant. Oui, tu veux. Ouais. Bon, de toute façon, pour vous dire, vous allez être convoqué maintenant